bonjour à tous. Ça fait un petit temps que j'avais envie de faire une vidéo où je parlais un petit peu de politique et à vrai dire j'ai longtemps hésité avant vraiment de me lancer. Je me suis dit est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste que je parle de tout ça. Et là je me suis décidée parce que voilà, on a bientôt les élections présidentielles en France. Il y a vraiment la possibilité d'avoir un réel tournant dans cette élection, un tournant par rapport à l'avenir de ce pays. Donc j'avais envie de parler un petit peu de politique dans cette vidéo. Et comme je pense que ça sera un petit peu long, enfin je vais vraiment essayer de synthétiser un maximum parce qu'il y a plein de choses à dire, je pense que je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc la première partie, ça sera vraiment consacré à la politique en tant que telle. Et la deuxième partie, ça sera plus, on va dire, pour prendre un peu de perspective, un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe et de regarder, on va dire de manière plus globale, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que je vois et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont en transition en ce moment, c'est-à-dire des gens qui ont encore un pied dans la matrice et un pied dehors, qui sont encore un petit peu, voilà, ils ne savent pas trop dans quelle direction aller, ils se sentent un peu perdus. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai constaté aussi au sein des milieux spirituels, c'est qu'on a tendance, au nom de la lumière, au nom de l'amour, à se détourner justement des choses politiques, à se détourner de la géopolitique, à se détourner de tout ce qui fait partie de l'ombre. Parce que justement, oui, c'est vrai que si on s'attarde sur ces choses-là, on donne notre énergie, on nourrit l'égrégore, mais être complètement aussi, de détourner complètement notre regard, c'est simplement être dans un état de déni. Et ça ne sert absolument pas la lumière. Si on veut intégrer l'ombre, il faut pouvoir la regarder en face, et donc c'est pour ça que je vais aussi parler de tout ça dans cette vidéo. Il y a des stratégies différentes pour maintenir l'endormissement des masses, la politique, les médias, l'industrie du divertissement, l'éducation, la consommation. Et ce qui est vraiment flagrant en ce moment, c'est qu'il y a une totale vacuité, un vide total, sidéral, au niveau des idées, donc vraiment à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau politique, au niveau culturel, à tous les niveaux. Les politiques, ce sont seulement devenus des pantins qui jouent au cirque de la politique, ils n'ont aucune vision, aucune intégrité. Au niveau artistique aussi, il y a très peu de choses qui sont innovantes, on recycle toujours l'ancien. Maintenant les artistes mainstream, ils sont complètement formatés comme des produits de supermarché. On a inventé la télé-réalité pour vraiment abêtir la jeunesse. En même temps, on ne fait que retirer du budget lié à l'éducation, donc vraiment ça participe dans cette dynamique d'abêtir les gens et de ne pas leur donner les outils pour avoir une pensée critique par rapport à ce qu'on leur sert. On assiste vraiment, pour moi, à la fin de notre civilisation, je pense que c'est assez clair. Mais les lignes sont en train de bouger, comme je disais, on est dans une grosse phase de transition actuellement. Et donc le premier sujet que j'aimerais vraiment aborder, c'est la fin de l'Union européenne. Alors moi, mon père est américain, il était journaliste, et dans les dernières années de sa carrière, il a travaillé pour le gouvernement américain, pour une radio qui s'appelle Radio Free Europe, qui était une radio qui était basée d'abord en Allemagne, à Munich, et puis ensuite à Prague, et c'est une radio qui émettait dans les pays de l'Est. Et il était régulièrement envoyé spécial au Parlement européen, donc il couvrait les sommets européens. Et je me souviens encore, quand j'étais petite, qu'il revenait de ces sommets chargés de cadeaux, c'est-à-dire des cartes, des pins, des casquettes, tout à l'effigie du drapeau européen. Donc toute ma jeunesse, j'ai vraiment baigné dans cette ambiance pro-européiste et pro-américaine. On m'a vraiment servi tout ça sur un plateau d'argent, en quelque sorte. Et puis, quelques années plus tard, j'ai vécu mon éveil spirituel, bien sûr. Donc aujourd'hui, on sait que la construction européenne a été financée et initiée par la CIA, via les agents qui étaient Monnet et Schuman. Et ça, ce sont des documents déclassifiés qui le montrent, ce sont des documents qui sont consultables par tous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un continent qui était partiellement en ruine. Et donc les Américains, qui ont quand même une volonté impérialiste sur le monde, se sont dit que c'était l'opportunité pour eux de justement élargir leur marché et aussi élargir leur influence politique, notamment par rapport à l'URSS, qui était donc un bloc, et donc de créer un autre bloc de pays pour contrer l'URSS.
Le but, c'était vraiment de créer les États-Unis d'Europe, comme un copier-coller des États-Unis d'Amérique, à condition bien sûr que les États-Unis d'Europe ne soient jamais plus forts économiquement ou politiquement que les États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi l'Union européenne ne marche pas et qu'elle ne marchera sans doute jamais, parce qu'elle n'a jamais été conçue pour marcher. Et je rappelle aussi que, puisque je parlais de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont aussi en partie financé Hitler, notamment via des banques new-yorkaises de Wall Street et notamment via la famille Bush. Les fondements même de l'Union européenne sont complètement pourris et corrompus parce que ce sont des technocrates non élus qui décident de toutes les lois qui doivent être appliquées par les 28 pays membres. En plus de ça, il n'y a pas de prise en compte de la décision des peuples. On l'a bien vu en 2005, la France et les Pays-Bas ont voté non à la Constitution. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, les européistes se sont lavé les mains sur ce référendum et quelques années plus tard, ils ont signé le traité de Lisbonne, avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui aussi, parce que toutes les politiques d'austérité, le démantèlement du travail, les délocalisations avec la libre circulation des capitaux, tout ça, ce sont des obligations de la Commission européenne que les pays doivent appliquer. Donc on se retrouve maintenant sur un continent où il y a un appauvrissement total, il y a une montée du chômage, je veux dire c'est un des continents qui a le moins de croissance au monde. Et c'est à cause de tout ça que le peuple a fini par se désintéresser complètement de la politique. Parce que qu'il vote à droite ou à gauche, c'est toujours la même politique qui est appliquée. Et pourquoi c'est toujours la même politique qui est appliquée? C'est parce que c'est la Commission européenne qui décide de toutes les grandes décisions économiques, sociales et politiques des pays, des 28 pays membres. Donc il n'y a plus de souveraineté nationale, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de démocratie au niveau des États. Tout est décidé à Bruxelles et tout est obligatoirement suivi par les élus. Donc en fait ce sont comme des sous-fifres de la Commission européenne. Donc on assiste vraiment à quelque chose qui est quasi dictatorial. La centralisation et l'éloignement du pouvoir des peuples pour le remettre entre les mains d'une entité supranationale qui décide de tout, franchement, il n'y a rien de plus dangereux. Et ensuite, on nous fait croire qu'on va pouvoir changer l'Europe, qu'on va pouvoir renégocier les traités, mais là aussi, c'est un leurre, parce que c'est impossible de renégocier les traités. Si on veut renégocier une ligne dans les traités européens, il faut l'unanimité des 28 pays membres, maintenant 27 avec le Royaume-Uni qui est sorti, donc l'unanimité des 27 pays membres, plus l'unanimité des 27 peuples. Donc voilà, c'est impossible, c'est juste impossible. Ensuite on nous dit, oui, l'Europe c'est la paix. Je suis désolée, non, l'Europe c'est pas la paix, parce que l'Europe c'est la partie civile de l'entité militaire qu'est l'OTAN. Et on sait très bien que l'OTAN est dirigée de Washington, même si le siège est à Bruxelles. Et l'OTAN entraîne tous les pays membres de l'OTAN dans des guerres au Moyen-Orient, des guerres qui sont néocolonialistes, des guerres qui ensuite laissent les pays à feu et à sang, qui sont ensuite des nids à terroristes. On comprend aussi que, en fait, ce qui est sous-jacent là derrière, c'est simplement la volonté des États-Unis d'avoir la main mise sur les ressources naturelles de ces pays, notamment évidemment le pétrole, mais aussi le gaz. Et puis on l'a vu aussi ces dernières décennies, les États-Unis sont devenus une machine de guerre permanente. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un navire qui est en train de couler. Et si on regarde un petit peu ce que disent les experts, notamment le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, il dit que l'euro va éclater, que c'est imminent en fait, donc ça peut même se passer cette année. Donc il n'y a vraiment plus aucun intérêt à rester dans l'Union européenne, sauf que évidemment les médias ils continuent leur propagande, ils continuent à dire que si on sort de l'Union européenne ça va être l'apocalypse, on l'a bien vu l'année passée avec le Brexit, ce qui s'est passé, pour essayer de maintenir les gens justement dans cette manière de penser et dans la peur tout simplement, de dire c'est seulement ça comme solution qu'il y a, c'est de rester dans l'Union européenne et tout le reste c'est l'apocalypse. Et je vais être très claire sur une chose, le système ne va pas changer de l'intérieur. Le système va s'écrouler et quelque chose de neuf émergera, un nouveau paradigme. C'est comme si on disait par exemple dans une monarchie que le monarque va se couper lui-même la tête pour rendre son pouvoir au peuple. Donc voilà, on comprend bien que c'est absurde, c'est complètement absurde, et quand on sait aussi quels intérêts financiers il y a derrière la construction européenne, qui sont en fait voilà, des lobbies, des grandes banques, des multinationales, on pense bien qu'ils ne vont pas tout d'un coup se dire « Ah bah tiens, on va rendre un petit peu le pouvoir au peuple », parce que de toute façon, la construction européenne n'a jamais été faite pour servir le peuple, elle a été faite pour servir ses
intérêts financiers-là. Je rappelle aussi que le terme théorie du complot a été inventé dans les années 60, après l'assassinat de Kennedy, pour taire les rumeurs qu'il y avait par rapport à cet assassinat. Et depuis, c'est utilisé très intelligemment par le système, pour un, clore tout débat par rapport aux questions qui dérangent, et deux, pour ridiculiser et ostraciser toutes les personnes qui questionnent le système. Par la politique, ce que j'appelle la politique du mouton noir, c'est-à-dire qu'on va amener les masses à stigmatiser leurs propres concitoyens et à les ridiculiser quand justement ils ne suivent pas, on va dire, la propagande du système. Et c'est vraiment, quand on y pense, c'est vraiment une idée géniale. Je pense que même George Orwell n'y a pas pensé. Une autre tactique qui est utilisée, c'est d'utiliser les émotions. Alors moi je suis quelqu'un qui enseigne les gens à se reconnecter à leurs émotions et à accueillir leurs émotions, donc il n'y a rien de mal dans les émotions, loin de là. Mais quand justement les émotions sont utilisées à des fins de manipulation, alors là c'est la catastrophe. Parce que quand on est dans un état purement émotionnel, il n'y a plus de discernement, et on peut faire passer à peu près tout aux gens. Même plus c'est gros, plus ça passe en fait. Et il s'agit simplement de redonner la souveraineté, la liberté et la démocratie aux pays européens. On voit que les pays européens qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, ce sont ceux qui sont justement ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, etc. Je pense notamment à la Suisse, la Norvège et l'Islande. Comme je le disais tout à l'heure, le continent européen, c'est le continent qui a le moins de croissance au monde. On voit vraiment les effets dévastateurs des politiques menées ces dernières décennies par la Commission européenne, notamment la montée du chômage, l'appauvrissement de l'Europe. Il y a des pays qui sont vraiment dans un état catastrophique aujourd'hui, par exemple la Grèce, l'Italie elle n'est pas loin, l'Espagne non plus. Et tout a été fait pour créer un climat de clivage entre les gens, de faire monter les peurs, de faire monter aussi les extrémismes et le racisme, parce qu'évidemment tout ça, ça sert tous les partis extrémistes qui sont vraiment en plein essor en ce moment, hein, qui sont très populaires en ce moment, parce que tout va mal en Europe. Et à ce sujet, j'aimerais parler par exemple du cas du FN en France, hein, parce que ça c'est le cas le plus flagrant je pense. Donc ce que les gens ne savent pas en général, c'est que le FN c'est un parti qui sert complètement le système. C'est un parti qui sert à maintenir le status quo en politique. C'est-à-dire que quand on pointe du doigt un grand méchant loup qu'il faut combattre, c'est bien pratique parce que ça permet justement de focaliser toute l'attention sur le grand méchant loup et d'occulter toutes les questions politiques de fond. On sait aussi maintenant que le Front National a été financé dans les années 80 par la secte Moon et par la famille Bush aussi. C'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen a été reçue au Time Magazine il y a encore, je ne sais plus si c'était l'année passée ou quelques années. Voilà, enfin de toute façon, c'est clair que ce n'est pas un parti anti-système, c'est un parti qui sert complètement le système et qui sert justement à maintenir ce status quo et à occulter toutes les questions politiques de fond. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un comme François Asselineau, que j'ai découvert il y a quelques années sur YouTube, comme beaucoup de gens je pense, puisqu'il a fondé son parti il y a 10 ans, mais il a été complètement censuré dans les grands médias depuis 10 ans, jusqu'à maintenant où il est officiellement candidat à l'élection présidentielle, donc maintenant il passe un petit peu plus dans les médias. Et donc voilà, j'aimerais dire un mot sur Asselineau, mais que les choses soient claires, voilà, je ne suis pas là pour dire pour qui les gens doivent voter, donc là je vais vraiment parler de mon opinion personnelle. Donc quand je l'ai découvert, j'ai longuement regardé ses vidéos, ses conférences en ligne, et j'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un qui était dans la lumière et dans le cœur, qui était humain et profondément sensible, et surtout qui s'adresse à l'intelligence des gens, en leur donnant des analyses, en leur donnant des clés pour mieux comprendre ce qui se passe, et qui est très bien sourcé, donc tout ce dont il parle dans ses conférences, il y a moyen d'aller vérifier les sources. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, un tel enthousiasme et un tel engouement vis-à-vis de lui. D'ailleurs maintenant on dit que c'est une secte parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y ait autant d'enthousiasme autour de lui, mais c'est justement parce qu'il s'adresse à l'intelligence des gens, qu'il ne prend pas les Français pour des bœufs comme tous les autres, et qui les fait réfléchir. Alors, comme je savais que j'allais parler de lui dans cette vidéo, je suis allée à son meeting hier soir à Toulouse, donc je me suis dit, quitte à en parler, autant aller vraiment sur place, sentir concrètement ce qui se passe. Alors déjà, il y avait plus de 1000 personnes présentes, une très bonne ambiance, vraiment une ambiance un peu familiale comme ça. Il y avait beaucoup de jeunes, donc des gens de mon âge, mais aussi parfois des gens plus jeunes. Ce qui veut dire que ses idées
donc de sortir de l'Union Européenne, de sortir de l'OTAN et de l'euro, c'est l'avenir en fait, hein. C'est pas quelque chose de réactionnaire, de la vieille génération, non, c'est l'avenir, et je pense que la preuve en est, c'est qu'il y a autant de jeunes qui s'intéressent à son mouvement, à son parti politique. Et aussi ce que je sens, c'est qu'il ne sert pas son ego, il sert vraiment le collectif de son pays, et je pense qu'il a aussi des qualités quand même assez rares en politique, qui sont l'intégrité et la sagesse. Et comme il cherche vraiment la vérité et qu'il y a vraiment un aspect très authentique chez lui, c'est vraiment devenu l'homme à abattre pendant cette campagne et je pense que tout va être fait vraiment pour lui mettre des bâtons dans les roues. Déjà on essaie de le décrédibiliser, donc on le traite de gourou, voilà, parce qu'ils ne comprennent pas que les gens sont aussi enthousiastes par rapport à ses idées. On le traite de complotiste aussi, alors que tout ce dont il parle, donc quand par exemple il parle de la construction européenne par la CIA, qui parle du fait que le Dalai Lama était financé par la CIA, tout ça ce sont des documents déclassifiés qui sont consultables et qui ont été même repris par la presse. Donc les journalistes le traitent de complotiste alors que leurs propres confrères en ont parlé. Donc là aussi, moi je vais y revenir par rapport à ce que le journalisme malheureusement est devenu aujourd'hui. Et on va aussi l'attaquer sur son physique, donc ça c'est vraiment l'argumentaire zéro, on va dire, de niveau zéro. C'est quand on n'a rien à redire sur quelqu'un, on l'attaque sur son physique. Donc lui, ce qu'il veut faire, en fait, il se voit comme un mouvement de libération nationale, donc il veut faire sortir la France de l'UE, de l'OTAN et de l'euro pour qu'elle retrouve sa souveraineté, sa démocratie. Il n'est ni de droite ni de gauche, il est, comme il dit, au-dessus du clivage droite-gauche, il cherche à rassembler les gens, et d'ailleurs on le sent, hein, quand, hier soir encore, il y a des gens, il y a pas mal de gens qui sont d'origine immigrée aussi, qui sont très enthousiastes dans ce mouvement. Et ce qu'il veut, c'est renationaliser aussi tous les grands services publics à la française, parce que c'est une tradition française. Il veut la sécurité sociale publique pour tous et l'inscrire dans la Constitution. Il veut revenir à une agriculture familiale sans OGM et bio. Il veut promouvoir toutes les médecines douces et les thérapies alternatives pour contrer l'industrie pharmaceutique. Il veut faire un référendum sur le nucléaire. Voilà, parmi ces propositions, et bien sûr, les propositions principales, c'est sortir de l'UE, sortir de l'OTAN et de l'euro. Et contrairement à ce que les gens disent, que oui, la France va être isolée si on sort de l'Union Européenne, encore une fois, c'est complètement faux. Au contraire, il y a énormément de traités, je crois qu'il y en a à peu près 6600 et quelques, qui nous lient avec le monde entier. C'est-à-dire qu'il s'agit de 3 traités sur 6600 et quelques dont on va sortir. Donc, au contraire, il y a vraiment une réelle volonté de réouvrir la France sur le monde et les relations internationales pour qu'elle reprenne un peu sa juste place au niveau international. Et donc j'ai envie de dire que la clé en tant qu'observateur politique, c'est vraiment de trouver un juste équilibre entre son intuition et son discernement. Donc un équilibre entre son cerveau droit et son cerveau gauche. Et j'aimerais revenir un moment sur la question du journalisme, et pour ceux qui ont lu mon article sur les vies passées comprendront pourquoi ça me tient particulièrement à cœur. Donc, comme je le disais, Asselineau se fait vraiment attaquer par les journalistes qui sont même pas foutus d'aller vérifier les sources de ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est quand même le b.a.-ba du journalisme, c'est de faire du fact-checking et de recouper les sources, mais ça ils en sont même plus capables. On voit que la plupart des journalistes, je dis bien la plupart et pas tous, je sais qu'il y a des exceptions de journalistes qui essayent encore de faire leur boulot honnêtement, mais quand même la plupart des journalistes sont dans des instruments de propagande en fait pour les intérêts financiers qu'ils servent, donc les patrons de presse, les multinationales qui sont propriétaires des grands médias aujourd'hui partout dans le monde. Donc les journalistes, pour moi, un journaliste, ça doit être un chien de garde de la démocratie, c'est pas un petit toutou au service des milliardaires qui ont la mainmise économique, sociale et politique sur notre société. J'ai moi-même fait un master en journalisme il y a 10 ans, donc j'ai vu comment on forme les journalistes. Et j'avoue que j'ai été assez consternée de ce que j'ai vu. D'ailleurs, j'ai terminé mon année, mais après j'ai arrêté ces études. C'est-à-dire qu'en fait, penser par soi-même, c'est interdit. Avoir de l'esprit critique, c'est interdit. Donc toutes les informations qu'on reçoit, que les journalistes reçoivent, proviennent des agences de presse, qui sont, elles, propriétaires ou de grands patrons, de multinationales, d'intérêts financiers, en tout cas. Et on nous dit, voilà, ça c'est la vérité, maintenant vous allez diffuser ça.
sans questionner, sans critiquer, sans rien. C'est pour ça d'ailleurs que dans tous les grands médias, on voit à peu près les mêmes informations, paraphrasées à peu de choses près, hein, c'est la même chose. Donc les journalistes subissent une sorte d'endoctrinement de la pensée unique pour diffuser une certaine propagande, une certaine manière de penser. Et c'est malheureusement pour ça que ceux qui font le vrai travail de journaliste aujourd'hui, c'est des gens comme Assange, des gens comme Snowden, qui sont d'ailleurs traités comme des criminels. Donc c'est malheureux de voir ce qu'est devenu le journalisme aujourd'hui, malheureusement. Ça fait une dizaine d'années que je suis apolitique, et cette année, pour la première fois de ma vie, je vais voter avec une réelle conviction et non par dépit. Voilà, c'était la fin de la partie 1, donc je vous invite à regarder maintenant la partie 2 de cette vidéo. Satnam.